Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai ? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Ils veulent, ils peuvent pas imiter. Je fais du son pour les initier. Les autres aillent tout se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Aïssan. Toute ta vie, t'as payé l'impôt comme un esclave consentant. T'as payé la dette créée pour ta personnalité juridique qui, elle, est passible de l'impôt. Entre toi et moi. En vrai, t'as jamais réellement consenti à ce racket en bande organisée. De la junte République française, sirène 100 000 017. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Bah, t'as raison. Sais-tu que le Code général des impôts est illégal? Sais-tu pourquoi dans les faits le Code général des impôts n'existe pas? Sais-tu quoi écrire au directeur des finances publiques pour lui demander des comptes et ne pas payer l'impôt? On va voir le détail de la ruse qui nous a asservis par l'impôt. J'ai remonté le live que j'avais fait avec l'avocat, maître Philippe Fortabal-Abattu, afin d'aller à l'essentiel dans les arguments juridiques opposables. Personne ne me paie pour faire ce travail que je fais toute seule. Alors, si tu veux d'autres pépites juridiques, je compte sur ta fructure pour me faire un don de soutien. Le lien ko-fi.com/Lorelai est dans la description. Allez, c'est parti pour le Code général des impôts illégal. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Et c'est exclusivement sur Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Alors, c'est un sujet extrêmement important, le Code général des impôts. Il y a quand même des choses extrêmement bizarres, c'est que personne ne regarde d'où est-ce qu'il vient. Donc, pas beaucoup de gens. Quand on regarde le Code général des impôts, on se rend compte qu'en fait, il vient d'un truc tout simple, c'est un décret de 1950. Alors ça doit alerter les gens, mais je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose d'un peu spécial. C'est qu'on apprend le droit, mais un peu comme en médecine, celui qui est spécialiste de l'estomac, il connaît pas forcément les nerfs. Bon. Et alors, c'est là qu'il y a un problème, c'est que celui qui s'intéresse au fiscal, il se dit, bah oui, le Code général des impôts est par décret. Mais il faut avoir fait du droit constitutionnel pour comprendre où est le problème. Et c'est là la clé. Parce que si on regarde le texte, on voit que il y a une constitution en France, et cette constitution, elle commence par un préambule qui reprend la constitution de 1958. Elle reprend le préambule de la constitution de 1946, qui reprend un texte disant que les droits de l'homme sont applicables, etc., etc. Et ça renvoie à une déclaration qui est faite du temps des rois. Alors, du temps des rois, il y avait quand même des choses quand même très intéressantes. C'était de mémoire le 26 août 1789, du temps de Louis XVI. C'est la déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration, c'est très très important pour le Code général des impôts. Elle dit en son article 16, alors je suis un peu bloqué, je n'ai pas les textes sous les yeux, mais bon, c'est facile à vérifier, à un mot près ou deux mots près, mais l'idée est là. Je l'ai, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Eh ben bravo, heureusement qu'il y a des gens qui sont plus prévoyants et plus sérieux que moi. Voilà. Non mais j'ai retrouvé le document que j'avais en 2014, voilà. Et donc là c'est ce que vous pouvez voir sous vos yeux. Le document que Philippe avait écrit. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, donc, pesons bien les mots. Est-ce que tu peux le lire doucement? Bien sûr. L'article 16, bien sûr. Oui, voilà. Alors, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Alors, il ne faut pas confondre l'article 16 avec l'article 16 de la Constitution. Ça, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Oui, mais là, en fait, c'est parce que tu as mis l'article 15, l'article 47 et l'article 16. D'accord. Mais je veux dire par là, attention, comme on est en période, on va voir qu'on est vraiment en direct aujourd'hui, de 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, qui est passée, donc l'article 49.3, il y a dans la Constitution donc de 1958, sous l'empire de laquelle on est, comme on dit, il y a cet article 49.3, d'accord, mais il y a aussi un article 16 qui n'a rien à voir avec celui qu'on dit là. L'article 16 dit que en période de trouble, le gouvernement peut prendre des mesures extrêmement graves, machin, etc. Donc là, on n'est pas dans l'article 16 de la Constitution de 1958, on est dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 du temps de Louis XVI. Or, j'espère que je suis assez clair. Oui, c'est ça, c'est celle que j'ai lue. Voilà. Donc, or, cette Constitution de 1958, d'accord, qui fait référence à la Déclaration de 1789, cette Constitution de 1958, elle commence par un préambule qui dit que fait partie encore plus de la Constitution la Déclaration des droits de l'homme. Donc, si quelqu'un pensait, oui, mais bon, ce texte du temps des rois, on s'en fout, c'est 1789, on est avec la Constitution de 58. Oui, mais allez voir sur Internet la Constitution de 1958 qui fait référence de façon extraordinairement précise et forte à la Déclaration des droits de l'homme. Donc, ce texte de la Déclaration des droits de l'homme, je vais dire la déclaration, hein, d'accord. La Déclaration de 1789 est extrêmement important, extrêmement puissant, extrêmement supérieur dans l'édifice juridique à la Constitution. Puisque cette déclaration de 1789, elle a servi en 1946, en 1958, et elle est au-dessus de tout dans l'édifice. Voilà. Or, ça va être l'élément majeur que nous avons lu pour montrer ce qui paraît incroyable, dire que le Code général des impôts est illégal. Eh bien pourtant, j'ai un peu l'habitude d'offrir quelque chose à quelqu'un qui pourrait prouver le contraire. Eh bien, le raisonnement, il est le suivant. Je le dis d'abord pour arrêter le suspense. Il y a une constitution. Il y a une déclaration. La déclaration dit que s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Donc, si on arrive à montrer que dans la constitution de 58, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, non seulement c'est grave, parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution. Ça met en l'air tout l'édifice, pas seulement le Code général des impôts. Mais en allant plus simple, hein. Pas de droit, pas de loi. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Non, parce que les lois qui sont antérieures peuvent éventuellement rester. Comme l'édit de Villers-Cotterêts sur l'emploi de langue française qui date de 1515, il reste toujours en vigueur. Mais disons que, je poursuis le raisonnement. D'accord. Donc, la Constitution 58, elle donne au niveau fiscal, au niveau des impôts, elle dit que la partie législative, c'est ça la clé, des impôts doit être faite par le Parlement. Alors, je fais un très très rapide cours de droit. Montesquieu disait qu'il fallait la séparation des pouvoirs. On est pour, on est contre, mais c'est comme ça. Et donc, Allah al-Kabir. La Constitution, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. En fait, il y a 2 pouvoirs et une autorité. Il y a le pouvoir législatif, lex legis du latin, qui fait les lois, et ça, c'est le Parlement qui fait les lois. Ce sont les députés et les sénateurs. Donc, le pouvoir législatif, les députés et les sénateurs, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, les préfets, les maires, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Et l'autorité judiciaire, c'est-à-dire ce qui tranche, est-ce qu'on a bien appliqué la loi ou pas. Or, la Constitution nous dit que la partie des impôts qui doit être faite par une loi doit être faite par le Parlement. Or, le 8 avril 1950, quand Georges Bidault, qui était recherché par la police quelques années après, a fait le Code général des impôts, il l'a fait par un décret. Or, le décret, c'est le pouvoir exécutif. Je résume. C'est le pouvoir exécutif qui a fait le Code général des impôts. Or, la Constitution dit que le Code général des impôts, dans sa partie législative, doit être fait par le Parlement. C'est pas fait par le Parlement. Le pouvoir exécutif a pris la place du pouvoir législatif, et l'article 16 de la déclaration nous dit, mais donc il n'y a pas de constitution. Et évidemment, pas de Code général des impôts. Qu'est-ce que tu me racontes là?
C'est ça qu'il faut leur dire. Oui, mais moi, une fois, je l'ai dit dans un dossier de Monsieur T. Mhm. Et le tribunal n'a pas trouvé mieux après que j'ai invoqué pour mon client. C'est pas moi qui disais, je le dis pour mon client. Mhm. Le tribunal n'a pas trouvé mieux que de me condamner à moi dans la décision qu'il faudrait d'ailleurs que je produise, que j'ai quelque part. C'est moi l'avocat qui a été condamné après avoir dit que le Code général des impôts n'était pas conforme à la séparation des pouvoirs, donc il n'y avait pas de constitution. C'est-à-dire qu'on a un sujet extrêmement grave, on en rigole un peu, mais c'est La Rochefoucauld qui disait « Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Est-on attaqué sur quoi? C'est sans motivation. Je suis condamné aux dépens du client, moi, avocat. Même la cour d'appel a confirmé ça, que c'était moi condamné. Ils n'ont pas osé venir me chercher l'argent, mais bon, ils l'ont fait. Mais sur quoi condamné Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'ils rejettent la demande de mon client qui parlait du Code général des impôts qui n'existe pas et dit condamne, mettre en fort tabac à la voiture, dépend, sans explication. Ça surprend, hein. Mais bon, il faudrait que je retrouve le document. Mais derrière eux, ils sont pas attaquables parce que ça, c'est quand même un crime contre l'humanité, tout ça là. Non, le crime contre l'humanité, c'est la prostitution, c'est l'esclavage. C'est de la mise en esclavage. Et maintenant, voyons comment ta personnalité juridique a été mise en esclavage par la dette. Tu sais à quoi sert la dette? À faire de toi et de ta descendance des esclaves. Faut bien conscientiser qu'à ta naissance, en réalité, celle de ta personnalité juridique, l'État t'attribue une valeur. Cette valeur, elle est faite en fonction de ta date de naissance ou de ton âge si tu arrives plus tard dans le pays. Elle est basée sur l'étape de mortalité actuarielle. C'est le même calcul utilisé par l'assurance vie. L'État détermine en moyenne l'âge de ta mort. Il estime ce que tu vas accumuler comme paiement, consommation et calcule combien tu vas coûter. Ils se servent de ça comme caution aux banques pour leur emprunt sur les marchés financiers. Ils vendent ton énergie à pouvoir créer de l'argent. Ils te vendent aux banksters comme une marchandise. Vu qu'ils te condamnent à payer la dette. Non. C'est un déni de justice, c'est un défaut d'application de la loi. Ils ne sont pas venus chercher l'argent. Mm-hmm. Donc, à mon avis, ils ont voulu faire une condamnation de principe. Attention, c'est le premier qui dit ça, il va être condamné au dépens. Lui qui n'est que l'avocat. Donc on s'en est pris à l'avocat au lieu de s'en prendre au client. Ouais, mais ils abusent. C'est comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut en tirer une conclusion. C'est quand même très très sérieux comme sujet. Et donc, moi qui suis un ancien fonctionnaire de l'administration fiscale, moi je le dis aux tribunaux, c'est terrible. Mais vous, magistrats, et moi avant, j'étais payé par le Trésor public qui était alimenté par un Code général des impôts illégal. Et c'est la vraie réalité. Et là, il n'y a pas de réponse, quoi. Alors, c'est un peu comme ceux qui sont à Paris qui connaissent le zouave du pont de la Loi. Le zouave du pont de la Loi, il a de l'eau jusqu'à un certain moment. Ouais. Mais si le zouave du pont de la Loi, il était en suspens, il n'était pas avec les pieds dans l'eau, il pouvait pas, il n'existerait pas. S'il n'existait pas, on ne pourrait rien mettre. Donc, on ne peut pas mettre un chapeau au zouave du pont de la Loi s'il n'y a pas le zouave du pont de la Loi. Donc, on a beau faire tous les textes de modificatifs du Code général des impôts, ce Code général des impôts, créé par décret par Georges Bidault, président du Conseil, on ne disait pas Premier ministre, de la 4e République, en 1950, il n'est pas fait par le Parlement. Donc, comme il n'est pas fait par le Parlement, outre le fait qu'il ne doit pas être considéré comme valable, en plus, il fait tomber la Constitution. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Donc c'est un sujet extrêmement grave. Le premier magistrat, on voit que le premier avocat qui dit le Code général des impôts il est illégal, il est condamné aux dépens. Le premier magistrat qui oserait dire bah oui, le Code général des impôts a été fait le 8 avril 1950. Il a été fait par qui? Par un décret. Par quoi? Par un décret. Qu'est-ce que c'est qu'un décret? Ça a moins de valeur, il faut regarder la pyramide des normes. Voilà, exactement. Dans la pyramide des normes, au-dessus, donc il y a les textes maximum, comme la Constitution, etc., etc.
Et après, il y a deux sortes de textes, je dirais. Il y a les textes législatifs, c'est-à-dire des lois, et les lois, c'est le Parlement qui les fait. Mhm. Et il y a les textes réglementaires, ce sont des règlements. C'est pour Alors, ça c'est des que quand on voit R 426, Voilà. enfin, je dis des trucs, ça c'est des règlements. Et quand on voit L 432-1, c'est une loi. Voilà, chère madame, je vous félicite parce que vous écoutez quand je parle, ce qui n'est pas le cas de tous les magistrats. Oui, mais je suis pas madame. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Il n'y a pas de loi, donc tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'ai eu l'idée de développer une collection de design exclusif à message juridique pour ceux et celles qui ont une colonne vertébrale et qui ne consentent pas. Non-consentement oblige. J'ai réfléchi à des designs qui piquent et qui ne laisseront personne indifférent. Jette un œil. Rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. En tous les cas, le R, effectivement, c'est le règlement. Les règlements, c'est fait par le gouvernement, c'est-à-dire par le pouvoir exécutif. Les textes législatifs, L, effectivement, qui précèdent le chiffre, c'est fait par le pouvoir législatif. Mhm. Donc, il y a le pouvoir. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le Code général des impôts, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est bien marqué, partie législative et partie réglementaire dans le Code général des impôts. Donc, il est clair que la partie réglementaire du Code général des impôts pouvait bien évidemment être faite par le pouvoir exécutif, par décret, c'est-à-dire par un règlement qui est habilité de faire le pouvoir exécutif, en l'occurrence le gouvernement. Mais, en ce qui concerne la partie législative du Code général des impôts, c'est bien marqué partie législative. Et c'est bien marqué pour le Code général des impôts du 8 avril 1950. Non, le décret du 6 avril 1950. Ah, je croyais que c'était le 8, pardon. Voilà, c'est ça. C'est très bien de mettre les précisions pour voir qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Merci. Encore merci. Avec voilà. plaisir. Donc, c'est un décret du 6 avril 1950, qui a un numéro quelque part. C'est ce décret qui est pris pour la partie législative et la partie réglementaire. Et la partie législative, qui est quand même la base du Code général des impôts, ne pouvait pas être prise par le gouvernement, par le pouvoir exécutif. C'est une violation du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, énoncé par l'anglais John Locke et par Montesquieu, et qui a été mise en place par le fameux principe de la séparation des pouvoirs, du pouvoir législatif, exécutif et autorité judiciaire. Sous la Constitution de 58, avant on disait pouvoir judiciaire, mais Charles de Gaulle a voulu prendre tous les pouvoirs le plus possible, donc il a voulu un petit peu écarter les juges. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, l'article 5 du statut de la magistrature dit que les juges travaillent sous le contrôle et sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc là encore, il y a un problème de séparation de pouvoir. On pourra y revenir. Mais bon, toujours est-il que Charles de Gaulle, qui voulait avoir plus de pouvoir, a renié le pouvoir des juges et on ne dit plus le pouvoir judiciaire sous la Constitution de la Ve République de 1958, on dit l'autorité judiciaire. C'est pour ça que je fais la petite précision. Et en tous les cas, on va retourner dans tous les sens. Alors, on va nous dire, oui, mais le Code général des impôts, il est un recueil, un ensemble qui a été affiné par la loi de finances rectificative ou la loi de finances du 23 janvier, je sais pas quoi, etc. C'est pour ça que je prenais la comparaison avec le zouave du pont de l'Alma. On veut lui mettre un chapeau, mais s'il n'y a plus le zouave du pont de l'Alma, pour une raison ou une autre, ben on peut pas mettre un chapeau sur quelque chose qui n'existe pas. Donc on peut pas faire de loi, attention, on peut pas faire de loi de finances rectificative modifiant le Code général des impôts qui n'existe pas. Une loi ne peut pas modifier quelque chose qui est inexistant. Ça fait penser au débat sur l'inexistence des actes, des fictions juridiques, machin, etc. C'est un domaine un peu compliqué pour moi. Mais je veux dire, là, on ne peut pas aller voir un fonctionnaire des impôts et dire « Oh, ben oui, mais attendez, s'il n'existait pas le Code général des impôts, on le saurait. Vous avez des décisions de justice. Ensuite, regardez le Dalloz. » Mais là, je fais une petite parenthèse. Oui. Les codes rouges ou les codes bleus. Le code rouge, c'est les Dalloz.
Les codes bleus, c'est les LITEC. C'est quoi Et ces l'ITEC? codes, comment? C'est quoi l'ITEC? C'est les concurrents de Dalloz. Ah d'accord, je pensais qu'ils avaient... Et alors, ils sont bleus, alors que les autres sont rouges. Il y a peut-être qu'ils le mettront en blanc, l'autre prochain, je sais pas. Et donc, les codes Dalloz ou les codes LITEC, ça ne vaut pas preuve. Parce que ce sont quoi? Ce sont des sociétés commerciales. Exactement, Donc, qui ont un cri... Exactement, bravo. Voilà, c'est important à savoir. Donc, quelqu'un, et alors, ils sont y compris des magistrats. Maintenant, mon cher maître, regardez le code. C'est le président. Pour l'article 1er du code civil, bien célèbre maintenant, après plus de 10 000 vues qu'on a eues, là, c'est quelque chose qu'il faut ressortir aux magistrats. Ah non, mais regardez, dans la version que j'ai, c'est marqué que c'est le président de la République qui promulgue. Ah non, parce que vous avez un code commercial. D'ailleurs, moi, je cherche quelqu'un qui voudrait investir, je sais pas, 200, 300 euros pour créer une société commerciale, ou même imprimer un code, et on dirait le code Dupont, le code Durand. Et pourquoi il aurait moins de valeur que le code Dalloz ou l'ITEC? La seule chose qui compte, c'est le journal officiel. Or, nous avons le journal officiel qui crée le code civil et qui le modifie. Et quand il y a un doute, c'est seulement le journal officiel qui compte. Et donc, eux, ils te ressortent l'argument, oui, c'est dans le Dalloz, c'est ça? Oui, Ouais, mais non, mais le Dalloz, c'est comme la société d'édition qui publie. Charlie Hebdo, quoi, pareil. Ouais, non, mais les trucs des pédophiles, là, les maisons d'édition, là, des pédophiles, là. Comment ils s'appellent? Weinstein, là, ouais. ou je sais pas quoi, là. Ouais, je sais plus. Par exemple, Charlie Hebdo, avant c'était la société Kalachnikov. Bon, nous on crée la société Kalachnikov 2 et on montre ça a autant de valeur juridiquement que le Dalloz et le Ciré. Non, mais eux, ils disent, à mon avis, comme le Dalloz, ça doit faire super longtemps qu'il existe, voilà. c'est sa durée de vie qui fait que preuve de loi, quoi, à mon avis. Voilà. Non. C'est exactement ça. Mais où on est dans l'état de droit, ou on n'est pas dans l'état de droit. Si quelqu'un dit oui, mais c'est dans le Dalloz, on n'est pas dans le droit, on n'est pas dans l'état de droit. Non. Et donc tout ça pour dire que l'état de droit, c'est n'importe quel juriste qui n'est pas un fumiste, on lui montre le code Dalloz rouge, le code ciré bleu, et on lui montre le journal officiel. Et s'il est honnête, il dira évidemment qu'il n'y a que le journal officiel qui compte. Donc maintenant, ce journal officiel, qu'est-ce qu'il dit? Que le décret du 6 avril 1950, il est signé par le président du Conseil de la 4e République, Georges Bidault, et il crée le Code général des impôts avec deux parties, une partie législative et une partie réglementaire. Donc, je me répète un peu, mais je crois qu'on pourrait clore le débat, même si on va continuer à en parler. C'est un décret qui crée la partie législative des impôts. Or, la Constitution française elle-même de 1958, elle nous dit que la partie législative ne peut être faite que par le Parlement dans le Code général des impôts. Non seulement il est illégal, mais il fait tomber toute la Constitution française. Et par voie de conséquence, il fait tomber quoi? Il fait tomber le gouvernement, le Parlement, tout s'écroule. Et oui, alors, j'avais comme professeur à l'Institut d'études politiques à Sciences Po Toulouse, le professeur Junier, qui nous disait il faut pas avoir la politique de l'autruche. Et c'est vrai qu'actuellement, on a un petit peu cette tendance, quand il y a un problème de ce style juridique, c'est que on se dit non, c'est trop énorme, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que c'est énorme et que c'est tragique que c'est pas vrai. On a bien vu pour le code général, pour l'article 1er du code civil, que même les éditions Dalloz nous ont écrit, oui, c'est vrai, la seule valeur qui compte, le seul texte, celui de départ, c'est celui qui était fait, publié au journal officiel. Donc là, pour le code général, c'est terrible. Là, on t'entend plus très bien, là. Oui, il y a quelqu'un qui appelle, mais je ne peux pas prendre la communication. Ah, c'est pour ça qu'on t'entendait plus. Je refuse, voilà. Mais donc, pour en revenir au Trésor public, les petites questions à leur envoyer, ce serait quoi pour les mettre un petit peu mal à l'aise, pour leur dire, voilà, vous avez... Et alors, point pratique, il y a quelque chose à faire. Il faut prendre une dénonciation d'acte. C'est quoi une dénonciation? C'est quoi? Je vais le dire juste après. On fait une dénonciation d'acte et on la donne, on la donne à un huissier de justice qui va la délivrer au directeur des services fiscaux du département. Le contenu de cette dénonciation d'acte, c'est... Quelqu'un va finir par se briser sa petite nuque délicate.
somme, je voudrais savoir que vous me produisiez la preuve de l'obligation. La preuve de publication du Code général des impôts en m'indiquant, bien sûr, qui l'a faite. Car apparemment, je m'aperçois que c'est le président du Conseil, Georges Bidault. Je le rappelle, ce n'est pas la peine de mettre sur le truc, mais regardez Georges Bidault. Sur le temps de l'Algérie, il a été recherché par la police. Et donc, Georges Bidault n'était que président du Conseil. Et c'est fait par un décret. Or, l'article de la Constitution de 1958 dit que la partie législative des impôts sur lesquels vous fondez doit être faite par le Parlement. Donc, montrez-moi la loi du Parlement qui a créé le Code général des impôts. Eh bien, si vous la donne, je dis qu'il a créé, pas qu'il a modifié. C'est l'histoire du joueur et du pont de la loi. Alors, la dénonciation d'acte, c'est quoi? C'est tout simple. Vous mettez sur un papier, en majuscule, dénonciation d'acte. À la demande de nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession. Destinataire, le directeur, services fiscaux du département avec son adresse. Ensuite, vous mettez huissier de justice. Destinataire, donc je vous remets. Enfin bon, je le développe mal, mais je vous remets étant préalablement exposé. Et là, on expose. J'ai reçu une demande de paiement du Trésor public. Je vous demande de me produire la loi qui a créé le Code général des impôts. À défaut, je n'ai pas payé quelque chose qui est illégal, avec mes sentiments distingués. Oui, de surcroît, il y a aussi la preuve de l'obligation à celui qui la réclame. Oui, mais là, on joue sur l'illégalité du Code général des impôts. Oui, mais non, mais en fait, parce que c'est plusieurs questions à leur envoyer dans leur gueule. Moi, je suis des questions improbables. Donc là, effectivement, c'est une première question à leur mettre. Oui, mais ça, oui. Veuillez nous apporter la preuve formelle, réelle et irréfutable que le Code général des impôts a bien été promulgué. Enfin, comment tu dis? Oui, mais là, ça va faire un débat. Donc là, il n'y a pas besoin de débat. Non, mais nous, on veut la preuve que c'est légal, en fait. Vous m'avez demandé de payer telle somme. Je vous demande de me fournir la loi qui a créé le Code général des impôts. À défaut, je n'ai pas payé cette somme. Voilà. Tout simplement. Quelle est la loi qui a créé le Code général des impôts? Oui, mais là, ça va mettre un débat. Parce que là, ils vont dire, oui, mais ils vont citer la loi de 1972, je sais pas quoi, qui a modifié le Code général des impôts. Non, on dit bien créer. La création. Oui, la loi qui a créé le Code général des impôts le 8 avril 1950. Oui, donc. Il faut être très, très précis. D'accord. Le 8. Non, on avait dit que c'était le 6. 6, oui. Donc, je vous remercie. Voilà. Vous m'avez demandé de payer telle somme. Je vous remercie de me fournir la loi du 6 avril 1950 qui a créé le Code général des impôts. À défaut de fourniture, je considérerais que, évidemment, cette loi n'existant pas, la demande étant illégale, je n'ai pas réglé. Donc ça, on en fait une lettre, dans le corps de la dénonciation d'acte, puis à la fin, on met « je vous remets » et on marque lettre du temps, point terminé, et puis on donne ça à l'huissier, ça coûte, 80, 60, 90 €, puis voilà. D'accord. Donc ça secoue un petit peu parce que les fonctionnaires, ils mettaient à leur place, ils doivent à leur place. Ils vont chercher la loi partout, pas la trouver. Bah ouais. Il n'y a pas de loi. On va conclure. Je te remercie en tous les cas, Philippe. Je te laisse le dernier mot avant de conclure. Voilà. Ok, merci à tous. Merci à Lorelai qui a lancé cette idée, qui a très bien organisé tout ça, malgré le petit bug technique. Donc félicitations et bravo, et on continue. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court.
Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, Barakala au fik. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, rallume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous manquent, 2021 faut tous mort. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekin, Esclave, Horror, Story, Ping, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.